Le secrétaire général de l'Asenco, Donatien Cholet, a eu à animer pratiquement sa sortie médiatique sur la situation du pays, mais aussi sur différents champs de processus d'accord à gauche et à droite. Quelle analyse faire de cette sortie médiatique de l'Asenco? Voilà la thématique principale qui va tout de suite faire objet de face à face. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir à travers le monde pour ces grands programmes. Nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Okadjo-Chongo. Il est cadre à DEFAT, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christian, et bonsoir à mon co-débatteur. Merci bien. Votre co-débatteur, c'est Agonès Kakouji. Il est révolutionnaire, à qui nous disons également bonsoir. Bonsoir, monsieur Christian. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, peuple congolais. Merci bien. C'est parti pour ces numéros de face à face, d'entrée des jeux. Où en est-on après consultation en vue de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale? Plus d'un mois déjà consommé. Oui, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que le gouvernement va venir. Après les consultations, il doit y avoir un rapport établi et ce rapport doit être présenté au président de la République. Et après avoir étayé tout ce que le président de la République peut peut-être faire des observations, il y aura un gouvernement d'union nationale. Moi, je pense que ce n'est pas aussi une priorité. Oh, ce n'est pas une priorité. Bon, pourtant, la mise sur pied des consultations avait un caractère presque urgent. Non, non, ce n'est pas que ça avait un caractère urgent. Oui, on a besoin d'un gouvernement d'union nationale, mais ce n'est pas seulement prioritaire que nous puissions avoir un gouvernement d'union nationale à un mois ou bien, ça dépend. Donc, moi, j'ai dit que donc, c'est un non-événement. Ce n'est pas un non-événement, mais le gouvernement va venir. Peu importe les temps. Peu importe les temps, nous avons un gouvernement qui travaille et le gouvernement d'union nationale viendra d'ici là. Vous avez suivi Donatien Cholet, il estime que les objectifs atteints pour ces consultations n'ont pas atteint leurs objectifs. Bon, ça c'est sa lecture. C'est la lecture de la conférence épiscopale du Congo. Mais ce n'est pas ça la lecture du président de la République ou bien des gens qui ont initié ces consultations. J'ai toujours dit que nous avons appelé tout le monde à participer dans ces consultations. Et ce n'est pas parce qu'ils sont en train d'initier Impact Social qu'ils peuvent venir dire aujourd'hui que ça n'a pas atteint l'objectif. Donc, ça, c'est sa lecture, comme je le disais. Mais nous savons que les consultations, tout le monde a été appelé. Et tout le monde qui a accepté de rejoindre les consultations a été là et nous sommes en train de préparer un gouvernement d'union nationale. Alors, Agonès, avez-vous la même impression qu'après consultation, aucun caractère urgent ne pouvait être signalé quant à ce? D'abord, j'ai suivi de près l'argumentation de l'Asenco. Elle tient debout parce qu'on ne peut pas bâtir une nation vertueuse sans les fondements religieux. Ça s'est passé dans beaucoup de pays, nous les constatons aux États-Unis avec le pasteur baptiste Martin Luther King, qui était un pasteur et militant pour la libération du peuple noir. Ça s'est passé en Afrique aussi. Je donne un exemple d'un pasteur africain, John Chilembwe, qui est malawite, lui qui a étudié aux États-Unis, formé aux États-Unis, qui a initié le mouvement des révoltes contre la colonisation. Donc je suis pour ce que l'Asenco dit, mais ce que je constate, nous devons quitter les discours. À chaque fois qu'il y a un souci, vous venez avec un discours, vous lisez un discours et puis vous partez. Nous avons besoin de conscientiser le peuple, d'étudier ce qui est contre nous, d'élaborer un plan et c'est dans cette façon qu'on aura des résultats. En écoutant mon co-débatteur ici en face qui dit que le gouvernement d'union nationale n'est plus une priorité, ça m'étonne. Parce que c'est avec ce genre de raisonnement qu'on ne peut pas avancer. Parce que le gouvernement d'union nationale a pris sa source quand la guerre a commencé à l'Est. C'était une façon de mettre les Congolais ensemble afin de trouver une conclusion face au défi de la guerre qui s'est présenté. Et il y a eu le gouvernement d'union nationale jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas de suite. Il y a eu les consultations initiées par le président qui a ordonné à l'Asenco de faire les recherches et tout. Et tout cela s'est jeté dans la poubelle de l'histoire.
Et déjà, c'est pas aller vite en besogne pour aboutir à cette conclusion-là. Quand vous écoutez l'abbé Chollet, il dit « Nous attendons la réaction du chef de l'État ». La primeur, après cette ronde effectuée à travers le pays influent. Quand vous essayez d'analyser ses propos, il dit que nous avons précipité notre démarche pour gagner le temps. Gagner le temps parce que le gouvernement a mis frein. Donc le gouvernement a stoppé le processus de la Cinco. Et quand vous dites que ce n'est pas prioritaire, moi je suis désolé de vous entendre dire ça. Parce que c'était pour sauver des vies, cette initiative des gouvernements d'union nationale, pour sauver des vies à l'Est. Quand vous dites que ce n'est pas prioritaire, bon, qu'est-ce qui est prioritaire? Alors, on revient à vous, ce n'est pas prioritaire, mais bon, pourquoi avoir initié une démarche? Et puis voilà, à un certain niveau, on ne sait pas vous bloquer, c'est stratégique, c'est ambigu. Oui, merci beaucoup. Je redis ce que j'ai dit. Les gouvernements d'union nationale, nous en avons. Mais il y a un gouvernement qui travaille pour l'intérêt de la population congolaise. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous dire que non parce qu'on a fini les consultations hier. C'est de ça que j'étais en train de parler. Il y a plus d'un mois. Oui, c'est ça. Hier, ça peut être un mois, ça peut être ceci, mais ce n'est pas hier, mais donc, dimanche. l'union nationale, oui, visiblement, n'est plus une priorité. Ce n'est pas que ce n'est pas une priorité. J'ai dit que le gouvernement va venir. Mais il y a des priorités qui sont en train d'être faites. Imaginez aujourd'hui avec les discussions que nous avons entamées et que demain, il y a un gouvernement d'union nationale avec de nouvelles têtes. Même les processus que nous avons entamés, les processus de Luanda et de Doha, les processus, donc nous aurons d'autres animateurs. Donc moi je pense que c'est important que nous puissions terminer d'abord ce processus pour que nous puissions avoir un gouvernement. Donc ici on comprend que vous êtes allé vite en besogne, il aurait fallu le laisser peut-être la Cinco, aller jusqu'au bout, et puis vos consultations. C'est pas que nous sommes allés vite en besogne. La Cinco, c'est une initiative de 2 églises sur les 8. Pas n'importe lesquelles. Pas n'importe lesquelles. Voilà. Cela ne veut pas dire que non, ce sont seulement les 2 églises qui ont la première des choses qui se passent dans les pays. Quand vous associez ces 2 églises, vous comptez, ça prend plus de 85% de la population. Non. C'est une église majoritaire. Ce ne sont pas des églises majoritaires. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons les démontrer. Moi, j'ai dit, en République démocratique du Congo, nous avons 8 confessions religieuses. Disons qu'ils sont réunis à 8. Qui sont reconnues comme des confessions religieuses. Il ne faut pas compter des petites confessions qui comptent. Il n'y a pas de petites confessions parce que l'Église catholique, c'est la majorité. Il n'y a pas de problème de majorité ici. Je crois que lorsque vous allez avoir la parole, vous allez revenir. Mais laissez-moi dire que sur les 8 confessions religieuses, même pour la désignation de la présidence de la CENI, il y a eu 8 confessions religieuses. Je me rappelle bien lorsque les CC et la Cinco sont partis rencontrer le président de la République. Le président de la République leur a demandé d'élargir les champs. C'est-à-dire qu'ils devaient prendre d'autres personnes, ils devaient se mettre d'abord ensemble avec d'autres confessions religieuses pour qu'ils trouvent une feuille de route, chose qu'ils n'ont pas faite. Donc au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont majoritaires par rapport à quoi? À l'effectif des membres? Non, je ne dirais pas qu'ils sont majoritaires, parce que nous ne sommes pas catholiques. Personnellement, je ne suis pas catholique, et je sais qu'ils ne sont plus majoritaires. Donc, nous ne pouvons pas dire aussi, même s'ils sont majoritaires, sur les 6, si nous nous mettons ensemble avec d'autres confessions religieuses qui ne se sont pas présentées, vous n'allez pas prouver. Est-ce que vous n'avez pas court-circuité le processus amorcé par la Cinco et les CC en mettant sur pied les consultations nationales? Non, le président de la République avait trouvé que c'était important. Chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a toujours les gens peuvent se mettre autour d'une table et discuter pour voir la faisabilité. Ce n'était pas une façon de court-circuiter, mais c'est une façon, parce que le président de la République, en tant que garant. Moi, je vous avais dit l'autre fois que la démarche de la Cinco, tous nous comprenons que ce n'était pas une démarche sincère. Ah bon? Oui, une démarche sincère parce qu'ils étaient en train de baliser les chemins pour la personne qui viendrait après le président de la République. Ce sont des propos de l'abbé Nonancé Chollet. Quelqu'un qui viendrait après le président, oui. Après le mandat. Non, je ne sais pas de quelle façon. Mais ou c'est votre interprétation? Ce n'est pas mon interprétation. Je prends ici les propos de l'archevêque Kakenza. Je vous avais dit l'autre fois, Iziba. Donc, ils ont dit qu'ils ont participé dans cette relation. Mais si vous voyez que d'autres confessions religieuses ne se sont pas jointes
aux déconfessions religieuses, c'est parce qu'ils ont trouvé que leur démarche n'était pas sincère. Si la démarche était sincère, pourquoi n'ont-ils pas accepté la recommandation du président de la République qui leur a demandé de se mettre ensemble avec d'autres confessions religieuses, de trouver une feuille de route? Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous dire... Puisque si, par exemple, vous parlez de la majorité, comme vous étiez en train de le dire, mais aujourd'hui, nous sommes majoritaires. Est-ce que nous avons besoin de ces gens-là? Vous qui, Union Sacrée? Union Sacrée, nous sommes majoritaires. Mais vous tendez la main. Nous tendons la main parce qu'ils sont minoritaires, entre guillemets. Non, c'est parce que nous avons besoin d'une cohésion nationale. On n'a pas besoin qu'il y ait des gens de l'autre côté. Ce qui nous unit, c'est le Congo. C'est pourquoi nous avons besoin de cohésion nationale, alors que la CENCO décrit la montée des tensions politiques à travers le pays. J'ai parlé de l'ordre de lecture. Ce n'est pas dit que non, parce que c'est la CENCO qui dit qu'il y a des montées politiques, qu'il y a des montées de crises politiques. C'est ça. Sur le terrain, vous êtes loin de l'observer. Non, nous sommes sur terrain. Nous sommes sur terrain. Nous ne voyons pas ces crises qu'ils sont en train de... À part la guerre qui se vit à l'est du pays, mais nous sommes en train de remarquer un moment d'accalmie. Mais c'est pas dit accalmie? Oui. Ce n'est pas une façon pour nous de dire aujourd'hui que non, cette guerre-là a pris fin. Mais quand même, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette guerre avec les accords que nous voulons signer. Alors, Agonès, plusieurs accords, plusieurs schémas. L'Union Sacrée, visiblement, n'est pas d'accord avec la démarche. Plusieurs acteurs, faudra-t-il le spécifier, ne sont pas d'accord avec la démarche de la CENCO et l'ECC, puisqu'ils y verraient certaines démarches pas tellement précise. Ce qui est désolant, c'est d'entendre un intellectuel être ici sur le plateau, défendre ce qu'il n'a jamais rencontré et vécu. Vous êtes ici, combien de fois vous avez vu le président de la République face à face? 0 fois. Vous êtes ici, combien de fois vous avez appelé le président de la République au téléphone? 0 fois. Vous êtes ici, combien de fois vous avez eu à échanger avec le président de la République? 0 fois. Et vous êtes là. Vous êtes courageux à défendre un régime dont vous êtes hors système. C'est désolant, parce que vous n'êtes pas obligé de venir ici et de faire des poèmes et puis rentrer au quartier et dire que je fais la politique. Quand vous dites que l'Église catholique n'est pas majoritaire, je ne suis pas en train de défendre la CENCO. Vous, votre Église, si nous prenons simplement la ville de Lubumbashi, votre Église a combien d'églises ici à Lubumbashi? Peut-être 1 ou 2. L'Église catholique est partout. Nous avons plus de 48 ici à Lubumbashi. Oui. Ici à Lubumbashi. Plus de 48. Et il y a combien de fidèles? Beaucoup. Pourquoi votre église n'est pas connue? Je ne connais même pas le nom de votre église. Les grandes églises, nous les connaissons ici. Et pour répondre à votre question, M. Christian, vous savez ce qu'il a dit, que le président a demandé à la CENCO d'élargir pour que ça soit un peu... consensuel. C'est une façon de manipuler le faible. Quand vous élargissez le champ, vous faites appel aux autres, et les maillons faibles seront corrompus. Et c'est facile. Vous qualifiez les autres de faibles, c'est ça? Monsieur Christian, je suis en train de... Je le répète, quand vous faites appel aux gens, vous multipliez les personnes, c'est pour corrompre les maillons faibles. Vous les appelez, vous donnez l'argent, ils parlent votre langage. En quoi est-ce que nous avons besoin de multiplier les confessions? En quoi est-ce que nous avons besoin de multiplier des groupes? Ce n'est pas important. Votre débatteur estime qu'il y aurait une préparation après le départ du président de la République pour qu'il y ait un nouvel animateur. Et ça craint, selon eux. C'est tout à fait normal. Le président Félix n'a pas 1000 ans au pouvoir. Il a 10 ans. Il a déjà consommé ses 7 ans, ses 8 ans. Il reste peu de temps. Lui estime que c'est avant qu'il ne finisse son 2e mandat. C'est ça? Bon, je crois qu'il peut continuer. Lorsque je vais répondre la parole, je vais faire un recadrage. Le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable, donc 10 ans. Donc on ne peut pas rester là, quelqu'un est là en train de nous créer des problèmes, nous sommes là assis, et quand il sera parti, nous serons obligés de faire face à d'autres problèmes. Il est toujours important, c'est ça même la gestion. Gérer, c'est prévoir. Quand vous gérez, vous êtes en train de calculer, après mon départ, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que la CENCO voit. Parce que nous sommes en train de tomber dans la même chose. Il y a eu le président Kabila, il est parti, il nous a laissé des problèmes. Et c'est ce que nous ne voulons pas avec le président Félix. Nous voulons, quand il va partir, que la nouvelle tête soit là, avec des nouvelles idéologies, avec des nouvelles idées, avec des nouvelles connaissances dont le Congo a besoin. Parce que quand il parle d'accord, il dit nous sommes en train de trouver la paix parce qu'il y a des accords qui se signent à gauche et à droite. C'est désolant.
Parce que nous sommes en train de nous brader, nous sommes en train de brader nos minéraux, nous sommes en train de brader ce que nous avons comme intégrité. Et vous nous parlez d'accord. Est-ce qu'il est admissible qu'au moment où nous sommes, le pays est occupé, vous êtes là, qui est parmi nos gouvernements est capable d'aller à l'est du pays? Personne, parce que l'est est occupé par une autre personne. Et vous êtes là à parler d'accord. Quel accord? Ça va nous apporter quoi? Nous sommes en train de nous solder, c'est ce qu'il faut retenir. Nous sommes en train de nous solder. Nous sommes en train de solder notre intégrité. C'est ce qu'il faut retenir. Et selon vous, pourquoi plusieurs acteurs de l'Union sacrée ne sont pas d'accord avec la démarche de la Senko? Pourquoi donc? Et ça fait objet de débat. Chacun est en train de sécuriser ses intérêts. Parce qu'avec le gouvernement d'union nationale, il faudra remanier le gouvernement, il faudra remanier les personnes. Et certaines personnes craignent cela. Quand on remanie le pouvoir, je ne serai peut-être là en train d'occuper le même poste. Je serai peut-être au chômage. C'est ça même la crainte. Eux là, ils s'en foutent de la démocratie, ils s'en foutent de la liberté. Ce qui compte, c'est l'intérêt personnel, bien sûr. Et donc, vous ne voulez pas quitter la gestion. Coûte qui coûte, vous voulez épuiser votre deuxième mandat avec presque les mêmes animateurs, la cohésion nationale presque utopique. Merci beaucoup, M. Christian, ça fait rire. Lorsque j'entends mon co-débatteur, les choses qu'il est en train de dire, bon, et bien sûr que je n'ai jamais rencontré le président de la République, je passe le numéro de téléphone. Oui, c'est tout à fait normal. Mais cela ne veut pas dire que je ne fais pas de la politique, que je ne peux pas avoir une opinion, je ne peux pas faire une analyse sur des choses telles qu'elles sont en train de se passer. J'ai une formation de criminologue et je continue. Si vous ne le saviez pas, peut-être que... On n'a pas besoin de formation ici, exprimez-vous. Parce que vous êtes en train de défendre quelqu'un que vous n'avez jamais vu en face. C'est de ça que je parle. On n'a pas besoin de vos diplômes ici. Défendez-vous parce que vous êtes en train de défendre un régime dont vous êtes hors système. Je ne suis pas en train de vous interdire de faire une analyse. Vous êtes libre de faire une analyse. Mais pas de défendre ce que vous... Vous n'êtes pas dans le système. Vous défendez quoi? Tout ce que vous dites, est-ce que le président est au courant de ça? C'est vous qui venez inventer ça sur le plateau. Merci beaucoup. D'où je viens, on m'a déjà appris une chose. Lorsque vous n'avez pas la parole, vous n'avez qu'à faire une chose. C'est de vous taire et de patienter au moment opportun, lorsque vous aurez la parole, pour faire un recadrage. La sagesse, ce n'est pas se taire ou trop parler, c'est les milieux. Vous aurez votre temps de parole. Allez-y, vous êtes protégé. Oui, donc c'est comme ça que je suis en train de vouloir vous donner une leçon, c'est une petite leçon de morale. Tu n'as pas de leçon à me donner. Oui. Parce que quand vous dites de bêtises, moi je ne peux pas rester là en train de vous écouter. Prenez note et vous allez réagir. Exprimez-vous. Oui. On a tout le temps. S'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Allez-y. Donc c'est un peu ce que j'étais en train de dire. De ma formation, comme je le disais, on m'a dit de ne pas de dire les choses telles qu'elles sont. Oh. Donc, oui. Qu'est-ce que vous voulez insinuer finalement? C'est-à-dire que lorsque la démarche de l'ECC et de la Senko n'est pas sincère, nous ne devons pas dire qu'elle est sincère. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aujourd'hui qu'on puisse aller au dialogue pour trouver un pacte social? Ici, c'est le pacte social qu'ils ont appelé. Parce que, selon mon co-débatteur, l'initiative de la SECO, c'est pour préparer la personne qui va venir après le président de la République. Mais si aujourd'hui... Est-ce que vous avez scruté ces documents-là pour que vous puissiez avoir un angle propre à vous? Non, nous n'avons pas... Ou c'est une sorte que de prétention? Moi, j'ai cité le nom de la personne. Il est passé sur Top Congo avec Christian Lusakeno. Donc, je ne dis pas des choses que je suis en train de ramasser. Ils étaient ensemble. À un certain moment, ils sont partis voir l'ECC, la Senko, et ils ont trouvé que la démarche n'était pas sincère. C'est pourquoi ils se sont retirés, mon cher. Si vous n'avez pas d'informations, il va de votre intérêt de s'en informer, que de venir ici dire de n'importe quoi. Arrêtez de dire que la démarche de la Senko n'est pas sincère. Prouve que la démarche de la Senko n'est pas sincère. Parce que la démarche de la Senko, j'ai dit qu'ils sont en train de baliser le chemin pour quelqu'un qui va venir après le président. Il l'a reconnu ici.
Messieurs, vous n'avez pas la parole. Je vous ai parlé ici, messieurs, c'est ça la gestion. Messieurs, vous n'avez pas la parole. Nous ne pouvons pas attendez, une personne. Voilà, allez-y. J'étais en train de vous dire, je vous ai donné quand même, je suis quand même un modèle pour vous, je pense. Parce que lorsque vous étiez en train de parler, même si vous étiez en train de dire des inerties, je me suis tué. Et j'étais en train de vous écouter pour avoir le temps de vous recadrer. Là, je pense que vous n'aurez même pas la chance de bien... Parce que vous n'allez pas cerner ce que je suis en train de vous donner comme enseignement. Ça, vous appelez ça enseignement? Oui. C'est des bobards. Oui, ce sont des bobards. Mais lorsque vous aurez la parole, vous allez revenir. Allez-y, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Tout le monde est en train de voir comment est-ce que vous n'êtes pas à l'aise parce que vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Ça m'énerve. Donc, on peut comprendre que ça vous fait froid au dos d'apprendre que la Cinco serait en train de préparer un nouvel animateur. C'est pourquoi. Vous avez vu de l'échec dans cette démarche-là. J'ai toujours dit que. Vous collerez. Je vais répondre quelques déclarations de la Cinco. Allez-y. Avant l'organisation des élections de 2023, le même secrétaire de la Cinco a parlé d'un jeune homme courageux qui pourrait peut-être tenter de prendre le pouvoir par la force. Nous avons vu Christian Malanga venir. Lors de la dernière sortie médiatique de la Cinco, ils ont parlé que si le président de la République ne revenait pas à cette initiative qui est l'initiative de la Cinco, il risque de voir son pouvoir être balayé. Ce sont des propos de la Cinco. Donc ici, nous ne pouvons pas quand même venir. Lorsque vous venez... Être balayé par qui? Par la Cinco? C'est à la Cinco maintenant de nous dire. Et à lui qui est en train de défendre la Cinco de nous dire qui va venir balayer le président de la République. Parce que le président a un mandat. Il a été élu au suffrage universel direct, plus de 73%. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire de n'importe quoi, messieurs. Je crois qu'il a beaucoup de soif de parler. Vous avez épuisé votre gibecière. Non, je n'ai pas épuisé. Je veux qu'il prenne la parole et je vais revenir. Alors, bien compris, Agonès, dites-nous sincèrement comment entrevoyez-vous la suite de ces accords en gestation, à gauche, à droite? Est-ce que toutes les voies sont de nos jours autorisées au nom de la paix? Toutes les voies sont autorisées au nom de la paix. Moi, j'ai dit non. Donc, on ne peut pas sacrifier une partie de notre peuple parce que nous avons besoin de la paix. L'intérêt général, c'est nous tous. Vous parlez un peu trop de sacrifice. Quelqu'un aurait sacrifié une partie du territoire national? Donc, je l'ai dit dans quel sens? Il y a la guerre à l'Est, il y a des morts chaque jour. Et quand le gouvernement prend des mesures à pas de tortue et qu'il y a des morts là-bas, c'est gênant, c'est sacrifié. Parce qu'il faut, quand il y a la guerre, il faut improviser pour sauver des vies. On n'a pas le temps de faire des plénières et tout ce qu'il faut, prendre 2 mois, 1 mois pour gérer une crise urgente. C'est de ça que je parle. En termes de ça, j'ai dit sacrifice. Moi, je ne suis pas ici en train de défendre la Cinco. Je suis en train de faire une analyse sur ce que la Cinco dit. Quand la Cinco dit, nous sommes en train de préparer le propos que vous venez de citer, mais c'est tout à fait normal. Tel que vous êtes là, vous êtes demain ou après-demain, je ne sais pas, vous êtes père de famille. Vous êtes dans l'obligation de préparer l'avenir de vos enfants. C'est tout à fait normal. La Cinco est là pour voir. La mission de la Cinco n'a pas commencé aujourd'hui. Monsieur Félix Tshisekedi est entré même dans l'église catholique avant les élections. Ah bon? Pour y prier ou pour des raisons... Il faisait des marches au nom de la Cinco, Monsieur Félix. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a pris le pouvoir et que la Cinco reste dans sa logique et que si vous traitez la Cinco de tous les mots, non. Je ne suis pas en train de défendre la Cinco. Moi, je vous dis, la Cinco a fait les consultations avec les gens qui bloquent l'Est de la RDC, qui ont en possession l'Est de la RDC. Ils savent quelque chose. Et quand ils viennent vers nous, ils viennent avec les informations. Et ça, selon la diplomatie, ils ne peuvent pas nous le dire directement comme ça. C'est dans leur langage qu'il faut lire ce qu'ils disent. Alors, dites-nous, très cher Sylvain Okadjo-Chongo, vous estimez que la cohésion nationale est démise sur l'ensemble du territoire national. C'est cela? Non, nous avons quand même certains foyers de tension. Nous devons les reconnaître. Mais, pour l'instant, c'est que lorsque la maison brûle, vous devez d'abord tous
vous mettre ensemble. Et au lieu d'abord de chercher à laver le linge sale en famille, vous devez d'abord être ensemble derrière la personne qui a les commandes et essayer d'abord d'éteindre ce feu. C'est des moments de... Oui. Mais voyez-vous, avec la démarche qui vise la levée des immunités de Joseph Kabila, là on attend le verdict dossier Bukanga-Lonzo, pensez-vous vraiment que ça doit consolider cette cohésion qui chancelle? Dans la déclaration, bien les messages de la Cinco, ils ont parlé de la justice, qui, depuis les États généraux, ils ont dit que la justice jusque-là ne produit pas des effets escomptés. Donc je dirais au jour d'aujourd'hui que, oui, bien sûr, nous voulons une cohésion nationale, mais nous ne devons pas sacrifier la justice. Parce que tout le monde va dire aujourd'hui, parce que même dans la cohésion nationale, nous n'aurons pas un gouvernement de 2 millions ou bien de 120 millions de ministres. Il y aura toujours des gens qui seront... Est-ce que c'est opportun de traquer certains opposants à l'heure actuelle, alors que la fragilité est observée ça et là? Si on ne traque pas certains opposants, bon, peut-être... Vous le traquez, vous le reconnaissez? Non, je suis en train de dire, je suis dans les suppositions. Allez-y. Il dit, si par exemple que nous voulons aujourd'hui, pour des raisons de cohésion nationale, et qu'un opposant qui passe, qui prend la femme d'autrui, qui vole, qui tape, parce qu'il est opposant, nous ne pouvons pas quand même le traquer, donc nous serons dans une jungle. Le président honoraire, Joseph Kabila, est protégé par une loi. Et la loi portant statut des anciens présidents et chefs de corps. Et dans cette loi, il a des devoirs et des obligations. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous dire que parce qu'il a des déboires judiciaires, que nous ne sommes pas en train de rechercher les quoi? Mais quand même, nous avons besoin de la justice. Nous avons besoin de connaître les faits comme ils se sont passés. Parce que les faits... Ça ne fragilise pas la paix. Ce n'est pas un problème de fragilité. Puisque derrière ces gens qui font objet des poursuites judiciaires, il y a des milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes, mais les gens qui sont en train de mourir là-bas, s'il s'avérait vrai que le président honoraire est parmi les gens qui soutiennent la rébellion de l'AFC, est-ce que nous devons laisser passer? Pourquoi vous supposez? Le président de la République l'avait pourtant si bien confirmé. Oui, le président une supposition. Non, le président de la République l'a confirmé, mais jusqu'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vouloir peut-être connaître. Parce que lorsque... Mais quand le chef dit, vous suivez généralement... Nous suivons généralement... Je suis dans les suppositions au jour d'aujourd'hui parce que nous sommes en train de vouloir lever ces immunités pour que ce dossier-là puisse être au niveau de la justice. Le président de la République, oui, il a des informations que nous tous ici, que nous n'avons pas. Mais lorsqu'il dit ceci, il faudrait que ces informations-là puissent aller au niveau de la justice et que la justice puisse trancher et voir les degrés de culpabilité. Est-ce qu'il est réellement coupable par rapport aux propos que le président de la République a dit? Et vous trouvez opportun, c'est ça? Oui, c'est important parce que nous ne pouvons pas aller vers la démocratie, nous ne pouvons pas aller vers la cohésion nationale et faire obstruction à la justice. Donc c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes de cet avis-là? On parle de la cohésion nationale, alors que certains leaders de l'opposition font objet de poursuites judiciaires, notamment cette démarche de la levée des immunités de Joseph Kabila, le verdict sur l'affaire Bukanga-Lonzo, attendu incessamment. Comment vous, révolutionnaires, appréhendez-vous la chose? Il ne comprend même pas ce que signifie le gouvernement d'union nationale. Parce que quand on parle d'union nationale, on voit tout le monde. Parce que c'est le moment de mettre de côté nos différences politiques. La justice n'a pas existé au Congo en 2025. M. Kabila a déposé le pouvoir depuis 2018. L'affaire Bukanga-Lonzo, ça fait beaucoup d'années que M. Matata Ponyo n'est plus aux affaires. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils se sont rendus compte qu'il a détourné de l'argent? La même Cour s'est déclarée incompétente. Vous savez, M. Christian, le langage est clair. On a fait appel à deux personnes qui ne veulent pas adhérer à la vision. Et au finish, qu'est-ce qu'on veut? Le mettre mal à l'aise.
C'est ça la logique. Il n'y a même pas à se poser beaucoup de questions. Nous avons besoin d'un gouvernement d'union nationale. Au même moment, le président a tendu la main à tout le monde, l'opposition, la société civile, pour faire un bloc patriotique. Et dans ces blocs, on a constaté que les gens n'ont pas répondu. Pourquoi? Parce que le président... Non, il y en a ceux qui ont répondu. J'ai dit oui. Voilà. L'opposition... Même ceux de l'opposition. Constant Moutamba a répondu à cet appel et tant d'autres. Oui, je parle de la majorité des opposants. Quand nous parlons de l'opposition ici au Congo, nous voyons Moïse Katumbi, nous voyons Martin Fayoulou, nous voyons Délice Sanga et les autres. Et quand vous constatez que ces personnes-là ont des réticences à adhérer à cette vision, c'est parce qu'ils ont compris qu'en allant vers le gouvernement d'union nationale, c'est pour qu'après qu'on partage l'échec, que nous avons échoué tous ensemble. La question qui s'est posée avant le gouvernement d'union nationale était que pourquoi est-ce que le gouvernement, qu'est-ce qui manque au gouvernement en place? Et nous, en tant que patriotes, en tant qu'opposants, en tant que société civile, on contribue à ce qui manque au gouvernement en place pour donner ce qui manque au gouvernement et aller de l'avant. Et nous étions obligés de faire semblant du gouvernement existant pour en chercher un autre gouvernement d'union nationale. Qui serait beaucoup plus efficace. Selon eux. Selon eux. Selon eux. Parce que déjà, la guerre a fait il y a beaucoup de mois, ça fait 3 mois que nous sommes là en train d'assister à l'indifférence du gouvernement. À l'indifférence du gouvernement. En même temps, nous constatons des dégâts à gauche et à droite. Ce qui n'est pas du tout joli, ce qui n'est pas du tout bien. Alors, bien compris. Un petit raisonnement par rapport à cette démarche qui vise à lever l'éligibilité de Joseph Kabila. S'il s'avérait, nous restons dans la supposition à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, s'il s'avérait que Joseph Kabila est de mèche avec le M23, or les gouvernements et le M23, il y a le pourparler, n'est-ce pas? Peut-on conclure qu'indirectement Joseph Kabila serait aussi en pourparler avec les gouvernements, si, et seulement si, il est l'un des membres? Le président de la République avait dit qu'il voulait finir avec cette histoire. Il ne voudrait pas avoir une paix des façades. Et prenant la parole, il avait dit que d'abord, avant de dire, il ne voudrait pas parler avec les patins. Et nous l'avons vu avec l'instigateur, le président Kagame à Doha. Et c'est de là qu'ils ont eu peut-être une ligne de conduite, une feuille de route pour qu'ils mettent de côté les M23 et l'AFC et les gouvernements congolais pour parler, parce qu'il a discuté. Dans la manière dont la situation se présente, gouvernement, M23, AFC, oui. Donc les négociations indirectement passeraient par celui que vous qualifiez d'être l'un des membres. Oui, là, s'il s'avérait qu'il est l'instigateur de l'AFC, comme le président l'a dit. Donc il participe indirectement à ces processus. Et pourquoi lever ses humilités alors? Pourquoi lever ses immunités? Vous savez, j'ai parlé de la loi portant statut des anciens présidents. S'il arrivait qu'au jour d'aujourd'hui, le président honoré n'avait pas été poursuivi pour des faits commis lors de son exercice, mais c'est pour des faits qui sont en train d'être commis au moment où la loi portant statut d'opposition, promulguée en son temps par lui, n'a fait à ce qu'il puisse avoir des réserves. Mais s'il n'avait pas de réserves, moi je pense que c'est important. Tenez-vous compte de conséquences qui peuvent advenir? Les conséquences qui peuvent advenir après avoir fini ces consultations ou bien c'est pour parler. Bon, oui. Après que ces humilités, si et seulement si, parvenaient à être levées, vous pensez que ça se fera en beauté et que, voilà, au nom de la paix, la clameur publique pourra peut-être acclamer? Bon, le président de la République a tous les moyens. Si le président de la République trouve que c'est important. Il a tous les moyens, mais à l'Est, il y a encore la guerre.
Oui, vous aurez la parole, monsieur Adam. Non, c'est juste un rappel. Oui, Il y a tous les moyens, mais à l'Est, il y a la guerre. Mais je parle de tous les moyens par rapport peut-être à une grâce présidentielle. On peut amnistier des gens. Mais nous pouvons quand même, s'il faudrait que nous puissions avoir un processus du non national et que nous savons qu'il y a des gens qui ont commis, il faut qu'on se dise la vérité. Puisque si on ne se dit pas la vérité, nous serons en train de tourner que sur les ponts. Donc nous ne voulons pas que ça soit... Il y en a ceux qui pensent que l'ancien président devrait être protégé. C'est un patrimoine public. Il a toujours... Est-ce que le fait de faire cette chasse-là, est-ce que vous imaginez après le président de la République, sûrement il finira par être sénateur à vie, n'est-ce pas? Oui. N'avez-vous pas peur qu'il puisse subir ce que son prédécesseur subit actuellement? Son prédécesseur ne subit pas ce qu'il subit actuellement par rapport au temps où il a été président de la République. Le président Tshisekedi, je me rappelle, lors d'une interview, il avait dit qu'il aurait bien voulu, peut-être lorsqu'il a parlé de céder le pouvoir, que ce soit une femme. Il a dit qu'il aurait bien voulu aller chez lui, avoir ses fermes et entrer de circuler dans son pays. C'est-à-dire qu'il y a une vie après la présidence de la République. Maintenant, le problème, c'est lorsque vous avez quitté cette institution, mais vous voulez toujours avoir une mainmise. C'est là que ça crée des problèmes. Maintenant, on ne peut pas se dire aujourd'hui que non, s'il arrivait que le président de la République laisse les pouvoirs sans avoir encore envie d'y revenir, mais il serait à l'aise. Il ne fera pas objet de poursuite. Il sera à l'aise. Il sera à l'aise, il va marcher comme il veut. Vous avez parlé des présidents honorés qui devaient être protégés. Le président honoré est sorti de la manière que nous tous, nous ne savons pas comment il est sorti. Alors qu'il y a des services habilités. Il y a des services habilités. Pourquoi est-ce qu'ils ont la responsabilité de fouiner sur les entrées et sorties? Pourquoi est-ce qu'il est sorti par où? Nous ne savons pas par où il est sorti. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Parce qu'il avait une police mise à sa disposition. Mais c'est ça, alors que je ne sais pas peut-être de quoi il s'est reproché pour prendre la décision d'aller et vivre en exil forcé. Parce que personne ne l'a envoyé en exil. Je crois que c'est de cette façon. Lorsque vous voulez quand même faire la paix, nous devons être en mesure de nous dire des vérités. Et nous devons reconnaître. Et nous ne devons pas faire obstruction à la justice. Nous avons 3 pouvoirs, comme Montesquieu l'a dit, les pouvoirs législatifs, exécutifs et les pouvoirs judiciaires, qui sont indépendants. En RDC, c'est indépendant. C'est indépendant. Vous les confirmez? Très bien. Alors, à Gonesse, honnêtement, qu'est-ce qui doit être fait au niveau national, sur l'ensemble du territoire, pour que la paix soit restaurée et que la population soit fière d'appartenir à cette nation, l'unique d'ailleurs? Monsieur Christian, avant de répondre à votre question, je vais devoir répondre à ce qu'il a dit. Monsieur Kabila n'est pas dans l'exil forcé. Monsieur Kabila a vécu ici au Congo, il s'est déplacé maintes fois. Et il est libre de se déplacer, il est libre de revenir. S'il a des irrégularités avec la justice va faire son travail. Vous avez dit quelque chose qui m'a plu. Vous avez dit... quand nous voulons la justice, à un certain moment, il faut savoir se dire de vérité. Est-ce que vous, dans l'Union sacrée, vous avez le courage de vous dire de vérité? Est-ce que vous avez le courage de dire au président, au ministre, la vérité? C'est la question que vous devez vous poser d'abord entre vous avant de voir ceux qui sont à l'extérieur de votre gouvernement. Aujourd'hui, la justice, c'est seulement pour ceux qui sont à l'opposition. Nous avons eu le cas de M. Peter Kazadi. Il y a beaucoup d'irrégularités. Bon, son dossier sans suite. Nous avons eu le cas de M. Vital Kamerhe qui a été condamné à 20 ans et puis libéré. Il y a eu beaucoup de cas comme ça ici au Congo. Donc la justice, c'est seulement du côté de l'opposition. Moi, je pense que la justice, ce n'est pas la vengeance. La justice, elle est la justice. Et quand on veut élever une nation, il faut vraiment mettre l'accent sur la vraie justice. Et pour répondre à votre question, M. Christian, je pense que le gouvernement est en train de prendre à chaque fois des mauvaises décisions qui coûtent cher à la population. Nous sommes en guerre, c'est la réalité. Il y a des gens qui meurent, il y a des vies innocentes
qui sont perdus. Alors, à ce stade, nous avons besoin de mettre tout le monde ensemble, mettre les différences de côté, oublier d'abord que tel a fait ça, tel a fait ça. Quand on aura résolu... Donc mettre de côté la justice. C'est que votre débatteur ne voudrait pas entendre. Je ne suis pas en train de dire ça. Allez-y. Je suis en train de dire ceci, mettre de côté, dire que tel a fait ça et tel a fait ça, ce n'est pas d'abord important. Ça risque de nous créer beaucoup de problèmes que nous ne saurons pas gérer. D'abord, il faut faire abstraction de ce qui se passe, faire abstraction au cas des immunités de M. Kabila. Ce n'est pas important pour le moment. Faire abstraction à tout ça. Et après, quand on aura résolu le problème de l'Est, parce que le cas de Kabila n'est pas urgent. Il y a des gens qui meurent, c'est ça l'urgence. Nous pouvons stopper ça, régler la situation de l'Est d'une manière définitive, apporter la paix tant attendue par le peuple congolais et ensuite passer à la régularisation de cas dans notre propre pays, avec les cas de M. Kabila et les autres qui, selon la justice, peuvent avoir des irrégularités. Moi, je pense que c'est ça la solution efficace. Parce que déjà, quand vous commencez à traquer et à traumatiser les gens qui sont hors gouvernement, vous les poussez à bras ouverts dans les camps de l'ennemi. Alors, nous sommes en train de jeter, peut-être la dernière question, vous avez suivi il y a peu de révélations gravissimes tenues par Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances. Votre débatteur venait de parler par rapport à Peter Kazadi, mais ces révélations-là, mises sur la place publique, c'est quoi la suite, vous qui trouvez que la justice est équitable? Quelles sont les démarches amorcées par rapport à cette dénonciation faite à la face du monde? Ok, merci beaucoup. Ça me rend heureux parce que mon frère reconnaît que la justice doit faire son travail. Et par rapport aux révélations de l'ancien ministre, moi, je pense qu'il a fait sa propre confession intime. Une confession intime, peut-être des choses qu'il était en train de faire pendant qu'il était ministre. Isolé ou collégialement? Maintenant, c'est à lui de prouver. Vous avez entendu qu'il a été pris de là où il était, jusqu'à Kinshasa, au service, pour être entendu. Nous pensons qu'il y a déjà une procédure judiciaire qui est ouverte à son encontre et nous attendons. Une chose est que les journalistes aiment déjà avoir une réponse sur des enquêtes qui sont en train d'être faites. Confirmez-vous qu'il y a des enquêtes? Il a été appelé. Non. J'ai même appris qu'il est sous résidence surveillée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, lorsqu'on les prend des bougements là où il était jusqu'à Kinshasa, c'est qu'il y a peut-être, il y a une procédure. Merci. Qui a été entendue. Je pense que nous allons chuter par là. Vous qui êtes révolutionnaire Agonès Kakuji, c'est qui votre référence politique? Jusque-là, vous êtes très souvent révolutionnaire, mais c'est qui la référence politique? Nous nous basons sur la révolution non violente du docteur Martin Luther King, de Gandhi, de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de tous ceux qui ont lutté véritablement pour leur peuple. D'Étienne Tshisekedi aussi, les Sphinx. Effectivement. Moi, j'ai cité les gens qui m'inspirent. Monsieur Agonès Kakuji, on rappelle que vous êtes révolutionnaire. Sylvain Okadio Chongo, cadre à DEFAT. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Christian. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.